Elle est l'un des plus grands visages de l'Europe. Simone Veil a été en 1979 la première femme présidente du Parlement européen, Parlement élu pour la première fois sur le plan démocratique. Et c'est bien cette Europe ouverte que vous avez symbolisée, que vous symbolisez encore, Madame Veil. Merci en ces journées historiques du plus grand élargissement depuis 1957 de cette grande Europe, d'être avec nous sur le plateau de TV5. Vous diriez aujourd'hui que c'est un grand moment pour vous, pour votre vie finalement, d'une certaine façon. Oui, tout à fait. Tout à fait, parce que je crois que quand je regarde les 60 ans écoulés, l'Europe a été pour moi peut-être sur le plan des engagements, sur le plan politique en général, si on peut appeler ça politique, parce que c'est beaucoup plus, je dirais, ça va bien au-delà de la politique, quelque chose de très important. Quand je considère le XXe siècle, qui est maintenant terminé, qui a été un siècle de grande barbarie, je pense à la Première Guerre mondiale, qui a été affreuse. Maintenant, les jeunes ne se rendent pas compte, sans doute, et tant mieux. Puis la Deuxième Guerre mondiale, les totalitarismes. Ce qu'on a fait de mieux, en définitive, c'est l'Europe. C'est la grande aventure. Et ça compense. Pour partie, à mon avis, ça répare pour partie ce qui a été fait, puisque c'est une Europe qui a été créée, voulue, créée pour justement qu'il y ait à la fois la paix entre les pays qui s'étaient fait la guerre depuis des siècles et fondée sur des valeurs de dignité de la personne, de respect de la personne et de démocratie, Et alors, puisque pour ouais. entrer dans l'Europe, il faut avoir adhéré à la Convention européenne des droits de l'homme, il faut avoir pris un certain nombre d'engagements et il faut être une démocratie tout à fait incontestable. Et alors justement, ces pays de l'Est qui aujourd'hui donc rejoignent ces 10 pays, bon, en fait 3 pays de Méditerranée, mais ces pays qui sont là, qui sont sortis de cette guerre sous le joug communiste longtemps, qui ont symbolisé finalement ces années de fer et de plomb, ça représente quoi aujourd'hui? Ben, ça représente justement la satisfaction que nous avons et les espoirs que nous formons que ces totalitarismes successifs aient disparu et que maintenant, en entrant dans l'Europe, ça consolide, ça les aide à consolider leur situation démocratique, ça les encourage aussi et ça les aide à se développer parce que la démocratie, pour pouvoir rester stable a aussi besoin d'un minimum de capacité économique, d'équité et surtout de démocratie. Je crois que c'est extrêmement important. Alors, je sais que beaucoup s'inquiètent. Au fond, ils se disent ces pays qui sont plus pauvres, qu'il va falloir aider, il va falloir partager. Moi, je dois dire que je ne peux pas arriver à raisonner de cette façon. Tout d'abord parce qu'à chaque élargissement, et on en a connu un certain nombre, les gens ont éprouvé des peurs. Le premier, avec l'Irlande, l'Angleterre, le Danemark, c'était d'autres craintes. Mais enfin, l'Irlande était un pays beaucoup plus pauvre que nous. Et c'est extraordinaire ce qui s'est passé avec l'Irlande. C'est un pays qui est maintenant, s'était extraordinairement développé et qui a beaucoup à la fois profité de l'Europe, mais je dirais que nous avons aussi beaucoup profité de l'Irlande. C'est un pays transformé et je pense que même les conflits que connaît encore aujourd'hui, malheureusement, l'Irlande, sont tout de même quelquefois un peu apaisés par son présence au sein de l'Union européenne. Mais ensuite, l'Espagne et le Portugal, moi je me souviens, c'était à la veille des élections européennes de 84 que le problème se posait. Il y avait des positions très dures contre l'Espagne et le Portugal, de la part de la France d'ailleurs, pas des autres pays. Et on disait aussi, ça va nous appauvrir, ils vont être concurrents de nos tomates, de nos melons, de tout, du textile, avec le Portugal qui avait effectivement un textile qui marche très bien. Je crois que la balance commerciale que nous pouvons avoir avec ces pays est aussi une balance commerciale très profitable à nous tous. Et en même temps, c'était des pays, l'Espagne et le Portugal, qui sortaient aussi de régimes que je ne compare pas à d'autres ni au nazisme ni au communisme, mais qui étaient tout de même de vrais totalitarismes. Et le fait qu'ils soient dans l'Europe les a certainement aidés à consolider. Je me souviens de la crise qu'il y a eu, et d'ailleurs, heureusement, il y avait le roi Juan Carlos, qui à l'époque, quand il y a eu une tentative de putsch, a pris en main la situation, mais le fait d'être dans l'Europe, sûrement les a aidés. Et je crois que ces pays qui aujourd'hui vont entrer dans l'Europe, qui sont effectivement encore en situation difficile économiquement, même quelquefois politiquement, ils ont encore des crises qui ne sont pas toujours faciles à surmonter, de trouver des majorités, de savoir exactement où ils vont. D'abord, je crois que nous n'avons pas le droit de refuser. Nous n'avons pas le droit de refuser parce que pendant plus de 50 ans, c'est eux qui, au fond, ont payé un peu
le traité de paix que nous avons fait à leurs frais. Ils ont perdu leur liberté pendant que nous étions très tranquillement, très protégés sur ce plan-là. Et puis ce sont des pays qui, contrairement aux derniers pays qui sont entrés dans la communauté, savent ce qu'a été la guerre. Hélas, ils ont partagé, hélas pour eux et pour nous aussi, ils ont partagé les mêmes conflits très souvent et les mêmes ennemis. Et ils ont les mêmes craintes. Et je pense que l'Europe, un des fondements essentiels de l'Europe, c'est d'avoir amené la paix et la réconciliation, je pense qu'ils sauront y voir à la fois un soutien pour eux, c'est une garantie, mais en même temps comprendre qu'il faut se battre pour cette Europe et pour qu'elle le reste. Et que c'est ça le ferment tout de même. Je sais bien qu'il y a aussi toutes les questions économiques, toutes les questions, mais que fondamentalement, c'est l'idée de paix, de réconciliation et de démocratie, parce que tout ça va ensemble. On a l'impression d'une Europe qui va peut-être être extrêmement difficile, de plus en plus difficile. Hein. Mais c'est normal qu'il y ait ce scepticisme. Je dirais que ce serait même dangereux d'aller dans l'Europe, d'accepter l'élargissement sans avoir envisagé les problèmes que ça pose. Sur le plan, d'abord, je dirais que nous avons eu un vécu différent depuis 45, ou même, et que ça compte autant d'années qui se sont passées avec des histoires différentes, et il faut bien dire des histoires beaucoup plus douces et plus faciles à porter pour nous que l'histoire qu'ont porté ces pays qui nécessairement pèsent encore. Moi, j'étais la semaine dernière successivement à Varsovie et à Budapest, et on se rend compte combien leur mémoire est lourde, parce qu'ils ont une double mémoire sinistre. Ils ont la mémoire de l'occupation allemande, et ensuite la mémoire de l'hégémonisme soviétique, où leur gouvernement avait extrêmement peu de liberté, ou en tout cas adhérait complètement à ces idées. Et d'ailleurs, ils vont presque, et quelquefois on en est nous-mêmes, on a une certaine amertume à traiter de la même façon les deux hégémonismes, les deux totalitarismes qu'ils ont vécus. Ils vont apporter plus de vigilance sur la question des droits de l'homme, ils vont apporter plus d'attention. Oui, ils ont commencé. Moi, j'y suis allée, justement, ça m'a beaucoup intéressé, ces deux déplacements, parce que j'y suis allée comme présidente de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Et on se rend compte que ça a été complètement occulté, à la fois par les populations qui ne se sentaient pas toujours très à l'aise à parler de ces questions, que certains se sentaient peut-être avec une part de culpabilité, mais surtout ça avait été complètement occulté par les régimes communistes, dans la mesure où dès que l'Union soviétique a vu d'un mauvais œil l'État d'Israël, pendant quelque temps, après la création de l'État d'Israël, c'était un peu ils ont tout à fait admis l'existence de cet État, ils l'avaient reconnu, et puis ensuite il y a eu la brouille, et ensuite ça a été donc complètement occulté. Et c'est seulement maintenant qu'ils retrouvent leur mémoire. Et je dois dire qu'aussi bien à Varsovie qu'à Budapest, j'ai trouvé non seulement naturellement ce qu'il reste de la communauté juive, c'est ce qui est surtout vrai pour la Hongrie où il reste que 100 000 juifs, ce qui n'est pas négligeable. En Pologne, il y en a très peu, mais un grand engagement des populations, des gouvernements, chaque fois, qui sont très engagés à vouloir connaître le passé très, très exactement, et aussi les jeunes générations qui veulent aussi connaître l'ensemble, pas seulement sur cette question-là, mais sur l'ensemble du passé, et qui veulent sortir de cette opacité qu'ont amené pendant des décennies des régimes terribles. Une Europe plus, donc une Europe de valeur, une Europe plus chargée d'histoire. C'est vraiment la volonté d'une démocratie qui soit des démocraties très exigeantes. Ils ont d'ailleurs signé déjà depuis un certain temps, étant au Conseil de l'Europe, la Convention européenne des droits de l'homme. Donc nous avons une juridiction qui est la Cour européenne des droits de l'homme. Qui peut faire avancer vraiment dans le domaine de la justice internationale. L'Europe encore peut avancer grâce à l'entrée de ces pays. Surtout, ce sont nos justices nationales qui sont concernées par la Cour européenne des droits de l'homme, puisque on peut faire un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme si on estime que la justice française n'a pas respecté la jurisprudence de la Cour européenne. Donc ça va très très loin. Il y a une espèce d'unification de la jurisprudence, des décisions et de la pratique, donc dans tout ce qui concerne les droits de l'homme. Et ça va, quand je dis droits de l'homme, c'est aussi bien, par exemple, un certain nombre de règles relatives à la garde des enfants, ça va bien au-delà des droits de l'homme de façon stricto sensu. Madame Veil, est-ce que les frontières de l'Europe, c'est une frontière de valeurs, des frontières de démocratie? Alors à ce moment-là, jusqu'où peut aller un éventuel élargissement
au-delà, c'est-à-dire de ces valeurs? Est-ce qu'on doit prendre en compte des critères religieux? Est-ce qu'on doit prendre en compte d'autres critères? Je dirais, si vous parlez d'un critère religieux, le critère justement de non-discrimination religieuse est un critère de valeur affirmé par les Européens. C'est justement de ne pas faire de discrimination. Il y a dans nos pays d'ailleurs des populations de toutes les religions. Il est prévu dans le traité de Rome initial qu'on ne doit faire aucune discrimination ni sur le plan du sexe, ni sur le plan de la religion, ni sur le plan de la nationalité. Mais la religion fait partie de ces concepts pour lesquels on ne peut pas faire de discrimination. De ce point de vue, le projet de constitution européenne vous paraît satisfaisant globalement? Il doit être amendé? Je trouve que quand le président Giscard d'Estaing a été candidat lui-même et a assumé cette responsabilité, on pouvait dire comment est-ce qu'il va arriver avec ses positions et ses intérêts tellement divergents, comment est-ce qu'il va arriver à sortir quelque chose de cohérent. Parce que quand vous m'avez posé la question de est-ce qu'on peut vivre avec un grand élargissement, un saut aussi important, aussi bien qualitatif que quantitatif, c'est difficile. Et je crois qu'il a fait vraiment ce qu'on pouvait faire de mieux comme cohérence et comme soutien de la plupart des pays. Alors je sais qu'il reste encore 2 pays qui sont réticents parce que ce projet remet en cause certains accords qui étaient intervenus précédemment, mais la situation était différente. Je crois qu'il faut lui faire confiance pour essayer de concilier les esprits, de trouver un accord. Et je pense qu'en tout cas, c'est inespéré. C'est inespéré parce que c'est très difficile. La question est en elle-même très difficile et que on peut regretter bien sûr qu'on ait élargi sans avoir pu se mettre complètement d'accord sur les nouvelles institutions qui ne peuvent pas être celles d'aujourd'hui parce qu'il faut avoir des institutions encore plus efficaces qu'auparavant. Plus on est nombreux, plus il faut chercher à trouver les possibilités de prendre des décisions. Mais j'ai bon espoir que ça se fasse. D'un mot quand même sur la situation des femmes en Europe, parce que d'ailleurs pour nous, vous symbolisez aussi ce combat parmi d'autres combats que vous avez menés tout au long de votre vie. Ce sont les directives européennes qui ont beaucoup fait progresser les droits de la femme. Non seulement fait progresser, c'est-à-dire que sur le plan des droits, il n'y a plus de discrimination dans tous nos pays, et ce sera d'ailleurs aussi un des aspects qui sera imposé à ceux qui vont entrer dans l'Union européenne, ce sera justement d'adopter exactement les mêmes principes de non-discrimination à l'encontre des femmes. Maintenant, il y a le droit et puis il y a le fait. Alors on s'aperçoit que sur le plan du droit, les femmes sont en principe totalement égalitaires, aussi bien théoriquement pour leur promotion, pour leur nomination, rémunération et leur statut politique et civil. En réalité, on sait pas que dans tous nos pays, il y a encore beaucoup à faire pour que cette égalité de droit devienne une égalité de fait. Ouais, mais l'Europe s'en préoccupe beaucoup, peut-être plus que nos gouvernements. Encore simplement un mot de conclusion. Je veux dire, Madame Veil, évidemment, c'est historique. On n'a pas de mot, on parle d'un Big Bang, ce qui est en train de se passer pour l'Europe. Dans vos souvenirs d'enfance, j'allais presque dire, de tout ce que vous avez vécu, vous vous dites aujourd'hui, c'est un rêve de ce que nous aurions voulu voir plus tôt. C'est un très grand événement parce que je dirais que ça peut étonner peut-être, mais il y a plus de 50 ans que j'espère que l'Europe sera unie. Alors naturellement, il y a 50 ans, dans les années 45-50, le rideau de fer était déjà tombé. On ne savait pas du tout comment ça évoluerait. Donc je ne dirais pas du tout que je pensais à une Europe aussi élargie qu'elle va le devenir. Mais c'était en tout cas que nos pays d'Europe de l'Ouest qui avaient été tellement martyrisés par les guerres, où à chaque guerre, les garçons de 20 ans partaient, se faisaient tuer dans toutes les familles. Il y avait des deuils qui avaient terriblement marqué. Quant à ma propre famille, moi je suis rentrée de déportation en 1945. Mes parents étaient morts en déportation, mon frère aussi. Et un de nos cousins très proches, qui était comme un frère, venait d'être tué sur le front. Donc j'avais le sentiment, et d'ailleurs c'était aussi le sentiment de la mère de ce cousin qui venait de tuer, qui nous a hébergés chez elle, c'est que si nous ne nous réconcilions pas, nous ne pouvions que continuer à nous battre et que chaque guerre était pire que la précédente. C'était devenu insupportable. J'ai été très marquée une fois par ce qu'a dit Cole, une fois une émission avec Anne Sinclair, quand il a dit à chaque génération, quelqu'un s'appelait Walter et à chaque génération il était tué. Maintenant, moi j'ai un fils qui s'appelle Walter et je l'ai appelé Walter sans arrière-pensée. C'était vrai dans beaucoup de familles comme ça. Et
c'était très dur l'idée de se réconcilier après tout ce qui s'était passé. Mais en même temps, c'était, même si on avait des appréhensions, moi je ne peux pas dire que comme présidente du Parlement européen, j'avais pas quelquefois des appréhensions. Je regardais l'âge qu'avaient les gens, je me disais où est-ce qu'ils étaient, qu'est-ce qu'ils faisaient pendant la guerre. Je ne suis pas du tout naïve, mais en même temps, je me disais pour nos enfants, nous devons le faire. Même si pour nous c'est difficile, nous devons le faire pour nos enfants. Et je trouve que c'est une réussite extraordinaire. Même si on s'aime plus ou moins, il y a des pays qui ont plus ou moins d'affinité entre eux. Mais tout de même, c'est un très grand rapprochement et je crois que c'est un pas considérable qui est fait pour l'avenir. D'ailleurs, ce qu'a fait la communauté a inspiré aussi bien les pays d'Amérique centrale, le sud-est asiatique avec l'ASEAN. Enfin, il y a beaucoup les organisations régionales se sont beaucoup inspirées de ce qu'a fait l'Europe. Alors, elles fonctionnent plus ou moins bien, mais elles sont tout de même une capacité de rapprocher les peuples. Merci infiniment, Simone Veil, d'avoir été notre invitée en ce jour sur TV5.